Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons présenter une carabine à armement par levier latéral qui m'a un peu tapé dans l'œil parce qu'elle combine beaucoup de traits de caractère que j'apprécie particulièrement. Il s'agit de la Snow Peak SL900. Mais je vous invite également à vous pencher sur les nouveautés qui s'annoncent pour 2025, notamment de chez Umarex. Donc Umarex, il y a à boire et à manger, ça je pense que vous devez le savoir et vous en rendre compte. Mais il y a quand même quelques petits modèles intéressants qui viennent de chez eux et de plusieurs autres constructeurs. Toujours est-il qu'en fin d'année dernière, j'ai vu surgir sur le marché une sympathique carabine à levier latéral qui m'a tapé dans l'œil et que nous avons ici. Alors, c'est la Snow Peak ou Zasdar SL900. Comme vous pouvez le voir, elle a un look un peu comme je les aime. On en parlait lors de la dernière vidéo sur le Umarex SPA 100, qui est une bouse d'ailleurs. Mais j'aime bien les looks un peu, c'est peut-être dû à mon enfance des années 80-90, mais j'aime bien les looks un peu comme ça de Space Gun, les coupes un peu comme ça, un peu géométriques, un peu futuristes. Ma foi, c'est comme ça, je pense que je suis né avec cette mode-là, tout simplement. Donc il y a une question de design qui a énormément joué. Mais en fait, quand on fait le tour un peu de ce modèle-là, on va entrer un peu dans les détails, on se rend compte qu'en fait, que pour moins de 200 €, on a une carabine à répétition, une carabine à armement par levier latéral, donc pas de brisure de canon, donc théoriquement une perte en précision minime, avec une détente réglable et avec un silencieux intégré. Moins de 200 €. Voilà. Donc il y a quand même une certaine plus-value, voilà. Donc il y a quand même quelque chose sur lesquels on peut revenir, on va en parler, mais déjà dans l'absolu, c'est ça qui m'avait séduit, c'est que moi qui aime bien les modèles fauchés, et ben pour le coup, là, on en a quand même pour son argent, voilà, tout simplement. Alors, ce que je vous propose dès le départ, c'est de faire un peu comme d'habitude, de commencer par le conditionnement, et après on se penchera sur l'engin lui-même. Alors, votre carabine SL900, grosso modo, elle arrive dans cette boîte-ci. Alors sachant qu'il y a pas mal de formules, il y a des formules avec lunettes, il y a même des distributeurs qui te collent un rail RIS sur le dessous pour, voilà, pour bipied ou poignet ou ce que vous voulez. Donc il y a pas mal, en fait, pas de modèles différents, mais il y a pas mal de combinaisons différentes, voilà, il y a pas mal de packs, on va dire ça comme ça, on va dire, ce sont des packs. Alors au niveau du conditionnement, donc on a une boîte couleur avec le profil de l'arme, avec les caractéristiques essentielles. Nous avons un silencieux intégré. Jusqu'à maintenant, bon, je n'ai pas remarqué d'efficacité notable de ce silencieux intégré, mais c'est souvent ça, sur les armes à air comprimé, souvent la différence est négligeable en fait. Nous avons ici un système à levier latéral, un rail Picatinny sur le dessus, 2 magazines, alors ça on va le voir, donc 2 chargeurs, on va intellectualiser ça pour le moment, on va voir un peu comment ça marche, et surtout, Recoil Reduction System, système de réduction de recul, on va voir aussi ce qu'il en est, c'est très intéressant, en fait c'est un engin très intéressant, j'aime pas les carabines chiantes, là pour le coup j'ai pas été très déçu, et c'est plutôt intéressant dans le bon sens du terme pour une fois, c'est pas une déception totale comme lors de la dernière vidéo. Alors, donc ici on a un petit détail, avec les caractéristiques dont on a parlé tout à l'heure, nous voyons ici qu'elle existe en 2 calibres, donc 4.5 et 5.5. Au niveau des dimensions, alors vous pouvez voir en fait que l'essentiel du mécanisme se trouve derrière la poignée pistolet, ce qui théoriquement, même si la chambre n'est pas vraiment derrière la poignée pistolet, ça fait penser très fort à une configuration bullpup, et ça se ressent même dans les dimensions de l'arme, vu que tout mis bout à bout, même avec son canon flûté avec silencieux intégré, même tout mis bout à bout, on arrive à tout pile 1 mètre, voilà, donc 100 cm, donc du coup on arrive vraiment à voilà, c'est très compact, elle est vraiment très sympa, très compacte. Voilà, alors on va ouvrir la petite boîte,
Et on va se retrouver avec les cales, des cales en polystyrène. Nous avons une notice avec, voilà, souvent avec les armes Zasdar, Snowpeak, etc. Parfois on a des notices génériques qui en fait couvrent toute la gamme et qui en fait ne représentent aucun modèle en particulier. Là c'est pas le cas, c'est vraiment la notice de ce modèle là en particulier. Et il y a intérêt à la lire parce que c'est quand même une carabine avec un fonctionnement assez hétéroclite, hein, voilà, assez atypique, voilà, pas hétéroclite, atypique. On va faire attention à notre français quand même, hein, même si on est sur YouTube. Voilà, donc on a petite notice sympathique, monochrome, hein, on s'en fout, mais c'est comme ça. Nous avons également aussi, je les ai enlevés, mais il y avait les deux chargeurs de la carabine, et également ce petit adaptateur. Cet adaptateur, c'est l'adaptateur monocoup, hein, que connaissent tous ceux qui ont des carabines PCP. Hein, les carabines PCP est souvent un chargeur rotatif, mais qu'on peut remplacer par un adaptateur pour mettre un plomb à la fois. Ben là, ici on l'a. Il est fixé sur la carabine par un petit système d'aimant, comme les chargeurs que l'on va voir tout à l'heure. Donc moi, à mon avis, hein, je suis pas trop chargeur, donc c'est probablement cet adaptateur qu'ensuite, par la suite, je vais fixer sur la carabine, parce que je suis pas trop chargeur rotatif. Je trouve ça c'est un peu chiant à remplir. Voilà, voilà, je suis pas un grand fan. Alors du coup, je pense que j'en resterai à la version monocoup. Alors l'engin, nous l'avons ici. Alors, on peut faire déjà, si vous voulez, un petit tour des matières qui sont utilisées. C'est une carabine qui est massive, qui fait dans les 3,2 kg. Voilà, il met 3,5 kg sur le carton, c'est dans les 3,2 kg en fait, voilà. Mais c'est pareil, on s'en fout. Nous avons ici canon flûté avec le silencieux intégré, avec l'extérieur qui est enrobé dans du plastique polymère haute densité, couleur noire. On a le bas de la carcasse qui est essentiellement dans la même matière, c'est-à-dire voilà, polymère noir, de bonne, c'est du robuste, hein, c'est pas comme le strike point du Marex là, qui a le plastique joué qui craque dégueulasse. Là c'est vraiment du bon quoi. Voilà, nous avons la plaque de couche en pareil, la même substance, et ici j'ai dit plaque de couche. Ouais. La plaque de couche, pardon, excusez-moi, est en caoutchouc, hein, la crosse est en synthétique en polymère comme le reste de la carabine. Donc là ici c'est du caoutchouc. Tant que l'on est à la crosse, on peut commencer par parler de ce système de réduction de recul. Alors, ce système de réduction de recul, pour moi j'ai trouvé un peu déroutant parce que quand j'ai reçu la carabine, et que j'ai vu la configuration de la crosse, en la retournant j'ai vu cette vis avec une encoche rectangulaire, là, ovale plus exactement. Et je me suis dit, ah bah c'est facile, c'est pour régler la crosse. Non, non, pas du tout, c'est pas pour régler la crosse. En fait, cette grosse vis là, c'est fait pour maintenir le mécanisme de la carabine, hein, pour le démonter ensuite, si l'on veut. Mais surtout, ce système de réduction de recul, en fait, c'est un système de ressort. Voilà, vous voyez. En fait, c'est monté sur ressort et théoriquement, à chaque coup, c'est censé revenir en arrière. Voilà, c'est quelque chose qu'on a vu notamment sur certains modèles de Hatsan. Vous savez, la version pistolet carabine là, que j'aime bien. Et bien, il y a certains châssis où ils avaient fait un truc pareil avec des rails et des ressorts, et la carcasse du pistolet reculait en fait pour venir écraser les ressorts. Là, c'est grosso modo pareil. Alors, on a un système de levier d'armement. Alors ce système de levier d'armement, alors si vous avez par exemple une Diana 48, 52 ou une Zasdar B5, vous savez qu'il y a différents modèles de différentes façons de déverrouiller un levier latéral. Parfois c'est un bouton au bout du levier, et puis on appuie et puis on tire, comme sur Diana par exemple. Sur la B5 qui est l'espèce de AK-47 à air comprimé fauché que j'aime beaucoup, et ben, il faut appuyer sur un petit bouton qui est situé sur le dessus ou le dessous, d'ailleurs je me souviens plus du manche, et puis après on écarte, hein, bien sûr, donc on déverrouille et on tire. Là c'est très différent, c'est-à-dire qu'en fait on a ici une encoche qui maintient, c'est un clips en fait, hein, donc du coup c'est voilà, là c'est verrouillé, voilà, là c'est déverrouillé. Bon,
c'est original, c'est un peu déroutant parce que moi je suis tellement habitué à appuyer sur un truc pour déverrouiller que bon du coup au départ je me dis bon bah oui en plus ça t'oblige à forcer un peu donc c'est pas très voilà. Mais dans l'ensemble ça fait le job ma foi. C'est juste que c'est un peu déroutant et à mon avis ça fait exercer une pression pas très naturelle sur le levier donc peut-être que ça crée un jeu à force mais j'en suis pas encore là. Voilà. Qu'est-ce que l'on a également? Alors on a aussi un rail RIS que vous voyez ici. Au passage, vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'organe de visée mécanique, donc pas de guidon, pas de hausse, donc ça veut dire que vous allez dépendre de lunettes, points rouges, ce que vous voulez. Enfin, ce que vous voulez pas tellement, parce qu'en fait, si l'on regarde bien comment est conçue l'arme, vous allez voir qu'en fait, eh ben, pour arriver dans l'axe de visée de votre point rouge, lunettes, ce que vous voulez, vous allez être vraiment obligé de vous écraser la joue pour... voilà, j'ai essayé un point rouge, j'ai essayé une lunette, le problème est à peu près le même, c'est-à-dire qu'il faut vraiment un peu se faire violence pour arriver à hauteur de visée, hein, bien sûr, ça, on peut essayer avec d'autres anneaux, bien sûr, à différentes hauteurs. Mais dans l'ensemble, avec des organes de visée assez commun sur le marché, j'ai l'impression qu'on est quand même très bas sur la carcasse, qu'on est obligé un peu de pencher la tête. C'est pas très grave, bon, voilà, c'est vraiment pas très important. Voilà, nous avons ici un fût, ma foi, tout à fait classique. Nous avons une sécurité de pontée qui... enfin, je fais tellement machinalement que je crois pas qu'elle soit automatique. Hein. Non, elle n'est pas automatique. Il faut l'enclencher, la désenclencher. Elle se met pas automatiquement à chaque tir. Je sais qu'il y en a certains sur cette chaîne, souvent dans les commentaires, je vois qu'ils n'aiment pas les sécurités automatiques. Bah là, en l'occurrence, elle ne l'est pas. Donc voilà, si ça vous fait plaisir, tant mieux. Voilà, tant mieux. Alors, on a également dans ce fût, derrière ce fût, on a bien sûr la crosse qui absorbe le recul, et dans cette crosse, on a une encoche qui vous permet de mettre un chargeur. Voilà. Alors au départ j'ai mis un moment pour comprendre comment on était censé l'insérer. En fait vous voyez le méplat du chargeur, en fait il va ici. Voilà. Et d'ailleurs c'est facile parce que ici vous avez le petit aimant qui permet de maintenir le chargeur en place. Et vous avez le même ici. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Ce sera... Hop. Encore attendez. Pas facile en tenant le flingue d'une main. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça c'est sympathique, ce genre de petits détails. Alors moi n'étant pas trop chargeur sur les carabinaires comprimés, je sais pas si j'en ferai une grande utilité parce que j'y vois surtout une occasion de le paumer quelque part. Mais ma foi ça peut dépanner. Justement il faut très bien fonctionner au quotidien avec par exemple l'adaptateur à un coup. Et puis avoir toujours le chargeur dans la crosse. Comme ça je sais pas si vous avez besoin de faire une série sans trop vous casser la tête. Par exemple si vous avez un invité ou autre et que voilà, vous faites une partie voilà, et que vous n'avez pas envie de vous embêter à chaque fois de mettre le plomb, vous pouvez garder un chargeur alimenté dans la crosse, pourquoi pas. Voilà, donc le fût, la crosse, aucun problème. Nous avons ici donc le fameux alors oui, donc pour éjecter le chargeur il faut un peu hop là, un peu reculer là. Est-ce que je vais y arriver? Non. Ah voilà, c'est ça. En fait, il faut entendre un petit clic et ça dégage le chargeur. Voilà. Donc le chargeur en soi, rien de particulier. Comme tous les chargeurs un peu PCP ou autres, vous avez une face en plexi et l'autre en noir. On insère les plombs en gros à l'envers. Hein. Comme ça, ils sont du bon côté. Voilà, rien de particulier sur ces chargeurs là. En général, parfois quand ils sont mal fabriqués, il arrive qu'ils frottent, qu'ils accrochent un peu, voire que le mécanisme de ressort à l'intérieur se casse ou se déloge. Voilà, bon, jusqu'à maintenant j'ai pas eu de problème, j'ai fait pas mal de chargeurs, ma foi c'est très correct. À noter bien sûr que la marque, sur l'emballage il est mentionné partout Snow Peak, sur l'arme elle-même nous avons Zasdar, hein, bon c'est un peu du pareil eux-mêmes, c'est une histoire de fabricant et de distributeur, donc là rien de très exceptionnel. Au niveau des tests de tir, alors je vais pas en faire dans cette vidéo là, parce que moi je dispose dans mon garage que de 10 mètres, et bon...
moi je fais mouche sur tout ce que je tire avec cet engin-là, mais est-ce que ce sera très intéressant pour vous de voir des tirs à 10 mètres avec? Ma foi, j'en suis pas très certain. Ce qui est sûr, ce qui est apparu lors des sessions de tir que j'ai fait avec, c'est que le poids de détente à la sortie d'usine est assez considérable. Tout n'est pas perdu, néanmoins, parce que vous remarquerez qu'ici vous avez une petite vis sur laquelle vous pouvez intervenir. Alors on ne peut pas y intervenir avec le pontet tel que vous voyez. Il n'y a pas de trou comme dans certains pontés pour accéder à la vis et la tourner. Donc il faudra démonter l'arme, parce que moi j'ai essayé avec un tournevis coudé, bon c'était assez fastidieux. Hein, avec une clé coudée, ça passait à peine, ça tournait pas tellement. Voilà, mais donc voilà ce qu'on pouvait dire en somme de ce drôle d'engin. À noter que la lunette que j'ai posée dessus n'était pas livrée en pack. Il y a plein de packs apparemment disponibles avec des tas de lunettes bipieds ou autres différents. Moi j'avais celle-là qui traînait, je l'ai utilisée, bon elle convient très bien. Après, quant aux applications, je pense que moi en l'occurrence je l'ai prise en 5.5. Parce que bon, ce qui m'intéresse c'est le tir rigolo, hein, le tir de destruction, les choses comme ça. Si vous voulez vous essayer à du tir en stand, à du tir avec si vous avez des attentes en matière de précision, je pense qu'il serait plus intéressant de l'avoir en 4.5 pour tout un tas de raisons, que ce soit les résultats à longue distance ou autre. Voilà, je pense que ce serait plus indiqué. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est surtout de faire des gros trous dans des plaques de bois ou dans des canettes, et voilà, nous n'avons pas les mêmes valeurs, hein. C'est vrai pour les rillettes, c'est vrai pour les armes à air comprimé aussi. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, qu'on se reverra un peu plus tard, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.